Bonjour, aujourd'hui c'est un moment un peu particulier. Vous savez que cette année, en 2020, le 31 octobre est une journée exceptionnelle. Pourquoi? Parce que c'est la nuit de la Genipote. Cela fait 2 ans déjà que l'abbaye de Trizay nous accueille pour donner cette veillée saintongeaise, comme autrefois on faisait dans les foyers de Saintonge. On se rencontrait et on se racontait des histoires formidables. Et ces histoires formidables, eh bien, on en connaît les acteurs principaux. Vous avez la bête Faramine, vous avez la Beurdasse, la vieille Dormille, le père Rampeneau, la Bigorne, elle est très méchante, les fées, les monstres, les dragons, les basiliques, les lutins, le diable, forcément, et il y a la Ganipote. À Trizay, vous avez Agrippine la Ganipote. Et Agrippine, elle est très particulière, car elle appartient à notre folklore, elle appartient à notre histoire saintongeaise, elle appartient également à notre identité saintongeaise. Le 31 octobre, du 31 octobre au 1er novembre, c'est le jour de la Toussaint, Agrippine sort. Et chaque visiteur qui se promène dans la campagne, elle va leur sauter dessus. En Saintongeais, on dit sauter sur le cagoé, c'est-à-dire derrière la tête. Et on ne pourra pas s'en débarrasser tant qu'il n'y aura pas de la lumière. Car Agrippine, elle a peur, la Ganipote saintongèse a peur de la lumière. C'est pour ça que les paysans saintongais prennent des betteraves, y mettent des bougies, les répartissent un petit peu partout devant leur maison pour éviter que la Ganipote vienne les troubler. Alors la Ganipote, elle est terrible, hein. Elle pue, elle bave, elle n'est pas méchante du tout, mais elle est très farceuse, elle est moqueuse, et puis aussi, elle a un cri très particulier. Écoutez le cri de la Ganipote. Eh bien, je peux vous dire que c'est terrible la nuit quand vous rencontrez une Ganipote. Je voudrais dire aussi que en octobre 2019, dans le cellier de l'abbaye de Trizay, il y avait 2 artistes. Pierre Dumousseau d'abord, conteur, écrivain, comédien, membre de l'Académie de Saintonge, s'il vous plaît, est accompagné de Alain Charrier à la voix et à la guitare. Et puis avant de nous quitter et de nous séparer, je voudrais faire des remerciements. Alors tout d'abord, eh bien, à l'équipe entière de l'abbaye de Trizay, il y a Dominique Daviot, le président, il y a Véronique Berganzoni, la directrice, et puis il y a également Pascal Darmandieu, qui est le directeur de la radio Demoiselle, qui a 4 fréquences sur la Charente-Maritime. Il y a aussi Maryse Guédot, qui est la responsable du magazine Saintonge. Et puis enfin, il y a l'équipe du Phare, le Fonds audiovisuel de recherche à La Rochelle, qui ont marché vraiment dans ma folie, entre guillemets, de vouloir restituer aux Saintongais leur histoire et ne pas se faire manger par d'autres histoires qui viennent parasiter. Vous comprendrez peut-être en filigrane ce à quoi je pense, notamment pour le 31 octobre. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous ceux qui ont joué vraiment le jeu. Et puis, on se donne rendez-vous l'an prochain parce que la 3e nuit de la Ganipote n'aura pas lieu cette année, vous l'avez compris. Mais l'an prochain, le programme est presque prêt. Nous viendrons, ça, il n'y a pas de problème. Et puis, comme dit Agrippine la Ganipote, eh bien, on s'entraînera pendant 1 an à pousser son fameux cri. Aouh! Bon spectacle et à l'an prochain. Bien, alors on va vous amener, comme a dit Didier, en balade à travers toutes ces histoires fantastiques dans notre terre de Saintonge. Terre de Saintonge, en particulier tout le long de l'estuaire, parce que l'estuaire de la Gironde, d'où je viens, où j'ai habité longtemps, est peuplé de bêtes fantastiques. On a parlé de la Dame Blanche, il y a des sirènes, il y a des loups-garous dans ces coins-là, des tas de choses. Et ces histoires, Didier l'a dit, sont racontées souvent aux veillées. Et alors, qui dit veillée, dit feu de cheminée dans un petit coin là, et puis les gens assemblés autour de la cheminée. Alors, il n'y a pas de cheminée dans cette pièce, mais on va imaginer qu'il y a une cheminée là, et puis on va demander à Alain de nous allumer un feu dans la cheminée.
avec un chanteur québécois, vous pouvez tous reprendre le refrain, je suis sûr. Il a neigé sur Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix, on traverse à Gué la Garonne, le ciel est plein bleu à Paris. Mamie, l'hiver est à l'envers, ne t'en retourne pas dehors, le monde est en chamaille, on gèle au sud, on sue au nord. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. La Seine a repris ses 20 verges, malgré les lourdes giboulées. Si j'ai du frima sur les lèvres, c'est que je veille à tes côtés. Mamie, j'ai le cœur à l'envers, le temps ravive le cerfeuil. Je ne veux pas être tout seul quand l'hiver tournera de l'œil. Et du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Je rapporte avec mes bagages un goût qui m'était étranger, moitié dompté, moitié sauvage, c'est l'amour de mon potager. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Fais du feu dans la cheminée, je rentre chez moi. Et si l'hiver est trop buté, on hibernera. Si vous me suivez sur ces chemins de travers de notre Saint-Ange profonde, on va donc partir là un petit peu vers le sud, vers cet estuaire de Gironde. Et là, il y a ce petit village de Talmont-sur-Gironde que vous connaissez peut-être tous, je suppose. Et juste à côté, il y a le petit hameau, le petit bourg du Caillot. Et avec des vignes au-dessus. En même temps, je vais vous montrer depuis quand il y a des vignes là-haut. Et alors, au pied des falaises du Caillot, il y a des carlets. Vous savez, des carlets, ces cabanes de pêche sur pilotis. Et c'est l'histoire d'un habitant du Caillot qui s'appelait Justin Motard. Et Justin Motard possédait là un carlet. Et ce carlet, il l'avait baptisé entre terre et mer. Ah, pour nous, ça un carlet entre terre et mer. Et ce carlet, voyez-vous, pour lui, c'était son petit paradis. C'était son unique havre de paix. C'était le seul lieu au monde où la mer... Pardon. Oui, pardon, excusez-moi. Si j'évoque le père Motard, Justin Motard, je suis immanquablement obligé d'évoquer également la mère Motard. Car Motard avait épousé quelques 40 années plus tôt Alberte Motard, née Couillot, dite la Berthe. Pour vous la décrire physiquement, aussi large que haute, et elle était très haute. Le menton sur les seins, les seins sur le ventre sur les genoux, les genoux par terre. Qui plus est, méchante comme une telle, vicieuse comme la gale et jalouse comme un fou. Pour vous dire, le seul moment de détente, de répit qu'elle accordait à son mari, c'était la partie de boule sur la place du port de Talmont-sur-Gironde avec les anciens du village le dimanche après-midi. Il paraît qu'on les voyait arriver, sur les coups de 3 heures, en haut de la rue qui descend au port. Les 250 livres de la mère Motard précédant la silhouette étriquée presque transparente de son mari. Et là, il y avait Lucien Lavaux. Vous ne connaissez pas? C'était l'ancien coiffeur parisien retraité au village qui lançait à la cantonade « Hé les gars, un vrai gigot qui promène sa gousse d'ail !» Il obtenait son succès hebdomadaire. Alors, mais on se demande vraiment ce qui avait pu pousser deux êtres aussi différents à s'accoupler.
Oh, il paraît que s'étaient rencontrés quelques 40 années plus tôt à la balade de la Saint-Jean d'Ars-sur-Gironde. Ah, et puis elle était jeune, la mère Motard, en ce temps-là, elle était mince, elle était belle, et puis elle dansait bien. Et Motard aussi dansait bien, et ils avaient valsé toute la nuit. Et elle l'avait baptisé depuis ce jour-là, mon amant de Saint-Jean. Ouais. Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean aux musettes, mais il a suffi d'un seul baiser pour que son cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car on croit toujours aux nouveaux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui aimait tant, elle trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée sans volonté sous ses baisers. Et hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. Elle était folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par les bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Qu'il aimait tant, son bel amour, son amant de Saint-Jean, il ne l'aime plus, c'est du passé, pas non plus. Oh non, 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 pas non plus, non, 40 années plus tard, elle dansait plus. Mais pourtant, la cuirasse du dragon avait une faille, ouais. Car la mère Motard, voyez-vous, souffrait d'un handicap physique qui blessait son amour-propre et qui allait être à l'origine de tous ses malheurs. La mère Motard était sujette au vertige. Ah non, pas le vertige grisant des cimes alpines qu'elle n'avait jamais fréquenté, non, le simple, banal vertige d'une échelle de meunier ou d'une chaise bancale. Alors, mesdames, messieurs, vous comprenez maintenant pourquoi ce carlet était pour lui son unique havre de paix. Eh ben oui, c'était le seul lieu au monde où, vaincu par le vertige qui lui interdisait de gravir les relons d'échelle, la mère Motard lui lâchait les sabots. Alors, chaque soir où la marée était favorable, Motard partait tout seul vers son carlet. Il gravissait les relons de l'échelle, franchissait les 3 passerelles menant à la cabane, s'enfermait à l'intérieur, fermait à double tour de clé, on ne sait jamais, allumait une pipe qui lui était interdite en d'autres lieux, et il allumait son fanal. Ah oui, alors je ne vais pas dire ça. C'est que les meilleures pêches avaient toujours lieu la nuit, parce que la nuit, il suffisait de s'avancer sur le petit balcon à l'avant de la cabane, là, se pencher par-dessus la balustrade, descendre au bout d'une ficelle une lanterne, l'agiter au ras de l'eau pour attirer toute une myriade de poissons dans la zone du filet. Alors, ce soir-là, donc, le père Motard alluma son fanal, à la manivelle du treuil, il retira la chevillette qui bloquait la manivelle, laissa le câble se dévider, le filet descendre à l'eau, et puis il prit son fanal, se pencha par-dessus la balustrade, descendit la lanterne, commença à l'agiter au ras de l'eau. Oh non, Dieu, ben qu'est-ce qui se passe là-dedans? Dans la lueur blafarde de la lanterne, l'eau au-dessus du filet paraissait agitée de tremblements intenses, de soubresauts endiablés. Une énorme bestiole devait être retenue prisonnière. Un congre peut-être, ou quelque chose de plus gros encore. Alors Motard remonta sa lanterne, la posa sur l'étagère, se dirigea vers le treuil, commença à rembobiner d'une main. Et quand le cadre métallique arriva à la surface, le poids se fit soudain plus lourd. Et Motard dut se mettre à 2 mains sur la manivelle, jetant toutes ses forces dans la remontée finale. Et quand il vit la petite marque blanche sur le câble, il savait que le filet était arrivé à bonne hauteur pour y jeter son épuisette ou son harpon. Il bloqua le treuil, reprit sa lanterne, s'avança sur le balcon. Oh nom de Dieu! Oh ben non, alors c'est à ce moment-là que la pipe lui tomba des lèvres, disparut pour l'éternité dans la vase des hauts fonds, elle va toujours être là-bas, vous voyez les fouiller peut-être. Car Motard, mesdames, messieurs, découvrait là, au milieu de son filet, à la lueur de son fanal,
Sirène. La plus merveilleuse des sirènes que le grand adversaire ait pu imaginer. Des cheveux d'algues, des yeux d'océan, un coup de biche, des seins de marbre, que je pense c'est pas fantastique, je vous regarde la tête au premier rang. Et Motard se voyait déjà ramenant sa prise à la maison, qui amassant une véritable fortune sur son dos en l'exhibant dans les foires et les marchés avoisinants, quand la petite sirène ouvrit la bouche et se mit à parler. S'il vous plaît, monsieur, relâchez-moi. Oh, tu penses pas, ma jolie, t'es ma plus belle prise, maintenant que je te garde porte-roue, tu penses bonne? Mais monsieur, vous savez bien qu'en dehors de mon élément, je ne saurais survivre, s'il vous plaît. Non, je t'ai dit que maintenant que je t'avais, je te gardais porte-roue. Mais monsieur, je vous en supplie, par amour pour tout ce que vous avez de plus cher au monde, par amour pour votre femme, là, t'es mal parti dans ton argumentation, ma jolie. Alors, par amour pour moi, tenez, si vous me relâchez, je vous promets de venir vous retrouver ici chaque soir, de me laisser reprendre dans votre filet, et je vous dirai 1000 histoires. 1000 histoires? Oui, je vous dirai le grand fleuve. Je vous dirai la mer où s'achèvent les tragédies marines, s'il vous plaît. Et 2 grosses larmes perlèrent au coin des yeux de la sirène. Et Motard mettait son cœur à une épreuve toute nouvelle pour lui, celle des larmes féminines, car les yeux de la mère Motard avaient dû se tarir au premier rugissement. Et après avoir fait promettre à sa prise qu'elle reviendrait le lendemain, ben, il fit ce qu'aurait fait le cœur de tous les messieurs ici présents ce soir, mesdames. Il craqua, il libéra sa prise et la laissa repartir. Et le lendemain soir, fidèle à sa promesse, la petite sirène était là à se laisser reprendre et lui conter une première histoire. Et le soir suivant, une deuxième histoire, le troisième soir, une troisième histoire, et soir après soir, la petite sirène lui contait le grand fleuve, lui contait la mer, et elle lui chantait aussi des chansons. La chanson de ce marin saintongeais rentrant au foyer après 7 longues années de campagne et croyant retrouver là femme et enfants réunis. Vous la connaissez tous. Brave marin revient de guerre tout doux. On reprend. Brave marin revient de guerre tout doux. Tout mal chaussé, tout mal vêtu. Brave marin, d'où reviens-tu tout doux? Madame, je reviens de guerre tout doux. Madame, je reviens de guerre tout doux. Qu'on m'apporte ici le vin blanc que le marin boit en passant tout doux. Brave marin se mit à boire tout doux. Brave marin se mit à boire tout doux. Se mit à boire et à chanter, et la belle hôtesse a pleuré tout doux. Qu'avez-vous donc, dame l'hôtesse tout doux? Qu'avez-vous donc, dame l'hôtesse tout doux? Regrettez-vous votre vin blanc que le marin boit en passant tout doux? C'est pas mon vin que je regrette tout doux. C'est pas mon vin que je regrette tout doux, mais c'est la mort de mon mari. Monsieur, vous ressemblez à lui tout doux. Dites-moi donc, dame l'hôtesse tout doux. Dites-moi donc, dame l'hôtesse tout doux. De lui vous aviez 3 enfants, vous en avez 4 à présent tout doux. J'ai tant reçu de ces nouvelles tout doux. J'ai tant reçu de ces nouvelles tout doux, qu'il était mort et enterré, que je me suis remarié tout doux. Brave marin, vide à son verre tout doux. Brave marin, vide à son verre tout doux, sans dire un mot, tout en pleurant, il regagna son bâtiment tout doux. Et lui aussi en profitait pour s'épancher sur sa misérable vie, et parfois, un certain soir, d'un doigt téméraire, il allait jusqu'à lui compter les épailles. Mais les jours, les semaines passaient,
Et il arriva, ce qui devait arriver, c'est qu'il avait de plus en plus de mal à expliquer la chose à une épouse de plus en plus méfiante et suspicieuse. Oui, car le produit des pêches diminuait régulièrement. Alors il essayait de bien dire que les pêches étaient en plus qu'elles avaient arrêté, et les bancs de poissons s'étaient en déplacé. Le réchauffement climatique, la couche d'ozone. Il avait quand même de plus en plus de mal à convaincre une épouse de plus en plus méfiante. Et si bien qu'un soir, rongée par la jalousie et la curiosité, la mère Motard décida de suivre son mari en évitant de se faire remarquer, ce qui était déjà un louable exploit de sa part. Enfin, ce soir-là, la lune fut accomplie sans se dissimulant derrière des nuages. La mère Motard réussit à suivre son mari jusqu'au pied des falaises. Elle s'aplatit comme elle put contre la paroi rocheuse. Elle vit passer la silhouette de Motard, le vit gravir les relons de l'échelle, l'entendit s'enfermer dans la cabane. Alors elle s'approcha tout près au pied des pilotis qui tenaient la cabane, et là elle tendit l'oreille. Le père Motard, qui sifflait une chanson paillarde à présent. Waouh, la preuve qu'il avait plus toute sa tête. Et puis elle entendit le ronron du treuil bien huilé qui se dévide, et elle vit passer la silhouette du filet, et elle attendit le temps de compter jusqu'à 10, 12, 15, et puis elle entendit à nouveau le ronron du treuil bien huilé qu'on rembobine, et soudain, sortant de l'eau, elle découvrit la pêche miraculeuse de son mari. Elle faillit en tomber sur le cul, là, sur les rochers luisants de Goémon. Ah, la silhouette était déjà cachée par la masse sombre du carlet. Elle tendit l'oreille, mais les voies étaient couvertes par le clapot des vagues. Alors, elle décida de faire demi-tour, de rentrer chez elle, afin d'y préparer, mesdames, messieurs, d'y préparer une vengeance qui serait à la hauteur de l'affront subi. Et le lendemain, curieusement, elle fut tout sucre, tout miel à l'égard de son mari. Pas un mot plus haut que l'autre. Elle s'offrit même de lui préparer un grand bol de tisane digestive, car Motard souffrait depuis quelque temps de maux d'estomac tenaces. La fatigue, sans doute. Et c'est sans méfiance aucune que Motard but le bol chaud et parfumé que lui avait préparé sa femme. Et jusqu'à la lit. Et il se sentit détendu, presque l'envie d'aller faire comme on dit, une petite marienne, une petite sieste. Alors il alla s'étendre sur le lit et il s'endormit quasiment aussitôt. Ah oui, s'y connaissant tisane, la mère Motard, voyez-vous. Et quand elle sut que son mari était endormi pour une longue et bonne nuit, elle savait aussi qu'elle pouvait entreprendre le deuxième acte de sa vengeance. Alors elle se mit d'un grand sac en toile de jute, d'un harpon, et prit le chemin du carlet. Elle arriva au pied de l'échelle. Elle cramponna les montants. Elle regarda vers le haut, au fond un diasque moléon. Mais le désir de vengeance était trop grand, la haine trop forte en son cœur. Alors elle serra les poings, elle serra les mâchoires, elle serra les fesses, elle ferma les yeux. C'était difficile parce que la peau était vraiment tendue. Enfin, elle réussit à gravir un à un les relons de l'échelle, franchit les 3 passerelles, s'enferma dans la cabane, alluma le fanal, examina les rouages du treuil. Non, il n'y avait rien de bien compliqué. Alors elle reposa la lanterne, retira la chevillette, laissa le câble se divider, le filet descendre à l'eau. Et là, elle reprit la lanterne. Mais au lieu de l'agiter à l'eau, elle l'attacha à la balustrade, juste en hauteur d'Dieu. Et puis elle retourna à la manivelle et commença à rambobiner d'une main. Et quand le cadre métallique arriva en surface, pour elle aussi le poids était trop lourd, elle se mit à 2 mains sur la manivelle. Et lorsqu'elle aperçut la marque blanche, elle bloqua le treuil, se pencha pour regarder par l'étroite ouverture. Ah oui, la prise était belle. Et la petite sirène, aveuglée par la lueur du fanal, ne s'était pas aperçue du changement de propriétaire à l'intérieur de la cabane. C'est pas drôle, car elle ne vit pas non plus d'où venait le coup terrible qui l'estourdit tout net. Et ce fut qu'un jeu d'enfant pour la mère Motard avec ses bras monumentaux de ramener sa prise. Elle la fourra dans son sac en toile de jute, la chargea sur son épaule, prit le chemin du retour avec la même appréhension, mais le cœur soulagé d'un grand poids de haine et de rancœur. Et le lendemain matin, quand Motard ouvrit un premier œil, le soleil était au plus haut dans le ciel. Oh ben, Agnès,
Et tout est dans milieu escamillé, devait être bien fatigué. Il sentait dans sa bouche une langue un peu épaisse, un peu pâteuse. Alors il a eu besoin de délier tout ça. Alors il se leva péniblement, se traîna jusqu'à la cuisine, se laissa choir sur une chaise paillée. Le mermoteur était déjà là, dans son attitude favorite. Les jambes écartées, les mains sur les hanches. Voilà, c'est là que tu te lèves, feignant. Hein? Voilà, c'est là que tu te lèves. Oh, ouais, c'est pas ce qui m'a pris, je dois être fatigué. Bon ben, Mordon, il y a de l'ouvrage qui t'attend dans le jardin tantôt. Le voisin a rapporté d'autres poissons, heureusement qu'ils sont pas tous comme toi. Motard leva les yeux. Il vit sur la table devant lui un gros fétou accroupi, d'où émanait une douce odeur de courbouillon. Et la mère Motard souleva le pierre du fétou. Et elle servit dans l'assiette de son mari un long filet de poisson blanc aromatisé par le courbouillon. Le Motard commença à manger. Une petite bouchée. Et puis avec de plus en plus d'appétit. Et la mère Motard le surveillait toujours de son air goguenard. « Et ton bon sur poisson, Motard? Hein? Et ton bon sur poisson? » Ah, ma foi, oui. Qu'est-ce que collègue? T'as pas deviné? Ah, ma foi, non. Eh ben, tu vas me bouffer ta sirène, mon cochon. Oh non, de Dieu! T'as pas fait ça, dis, t'as pas pu. Non, ben, je me serais privé de nous débarrasser d'une créature qui t'ensorcelait. Non, mais dis, t'as pas pu, non? Eh ben, si tu me crées pas, va dans le cahibé à moi, tu pourras toujours faire empailler les restes. Mon Dieu, Motard se leva d'un bond, renversa sa chaise, se précipita vers le cagibi à bois. Il poussa la porte d'un coup de sabot. Et il vit là, au milieu du cagibi, un grand sac en toile de jute, tout marqué de taches brunes de sang séché. Et la sueur sur le sol avait empêché la flaque de sang de s'étaler. Alors soudain, Motard comprit tout, comme si un voile se déchirait devant ses yeux. La soupe de poisson, le long sommeil, la tisane, l'air goguenard de l'air Motard. Il sentit une haine glacée lui envahir les veines. Ses yeux tombèrent sur la hache affant de toute proche. Il la saisit, courut jusqu'à la cuisine. Et pas plus que la petite sirène, la mère Motard, ne vit d'où venait le coup terrible qui la faisait passer d'un monde à l'autre. Et elle rendit ainsi au diable l'âme qui lui avait façonné pendant 40 années de sa vie. Et puis Motard retourna au cagibi, il chargea le sac sur son épaule et il partit. On ne le revit plus jamais en terre de Saint-Onge. Il marcha tout au long de cette grande côte rectiligne qu'on appelle chez moi la côte sauvage, jusqu'au fin bout de la côte sauvage, jusqu'au fin bout de la pointe espagnole. Et là, il creusa un grand trou très profond dans le sable. Il jeta son sac, il reboucha avec le sable. Et le lendemain, mesdames, messieurs, juste à l'emplacement du trou, un arbre avait poussé, un rosier. Et ce rosier donnait les roses les plus belles, les plus rouges qu'on puisse imaginer. Et tous les jours, l'homme venait parler à son rosier. Tous les jours, il allait l'arroser avec de l'eau qu'il puisait au cœur même de l'océan, en creux ses deux mains. Et puis un jour, l'homme usé, vieilli, fatigué sans doute, a cessé de venir parler à son rosier. Alors les fleurs, paraît-il, se sont fanées toutes en même temps. Et leurs pétales, tous ensemble, sont tombés sur le sol, le recouvrant d'une rosée de perles de sang. Alors si vous voulez savoir maintenant comment moi, le conteur, je connais cette histoire, bien c'est tout simplement qu'une rose me l'a contée. L'a dit ce matin. À l'aurore, je suis né, baptisé de rosée, me suis épanoui, heureuse et amoureuse au rayon du soleil, me suis fermé la nuit, me suis réveillé vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ce jardin. Merci.